Bonjour, mon nom est Philippe Quesnel. Je suis le président du Cercle québécois des affaires internationales. Le Cercle et la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval vous souhaitent la bienvenue à ce panel virtuel intitulé Charles de Gaulle et le Québec. Ce panel est diffusé en direct sur la plateforme WebEx ainsi que sur la page Facebook de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Au cours des prochaines minutes, messieurs Roger Barrette, Robert Keating et Martin Paquet nous feront revivre une période passionnante de l'histoire du Québec, alors que Charles de Gaulle, militaire, résistant, homme d'État et écrivain, a entretenu une relation soutenue avec le Québec qui s'échelonne sur plusieurs années. La discussion à laquelle nous vous convions aujourd'hui sera divisée en 3 segments. Nous aurons d'abord une présentation de M. Barrette qui fera un survol des 30 années du dialogue action que le général de Gaulle a entretenu avec les Québécois jusqu'à sa mort en 1970. Le deuxième segment que nous vous proposons sera une causerie entre messieurs Barrette, Keating et Paquet. Le panel se terminera par des questions du public qui, je pense, est très nombreux aujourd'hui. Tout au long du panel, nous vous encourageons à inscrire vos commentaires et vos questions dans la boîte questions et réponses pour les gens qui sont connectés sur la plateforme WebEx. Veuillez, si possible, mentionner votre nom, votre provenance et votre titre. Avant de lancer ce panel, j'ai le grand plaisir de céder la parole au consul général de France à Québec, M. Frédéric Sanchez, qui nous adressera quelques mots. Merci, Monsieur Quesnel, mesdames et messieurs les panélistes, messieurs les panélistes. Je suis très heureux de pouvoir contribuer à l'ouverture de ce moment qui va vous donner l'occasion, en cette année très particulière, qui est en France l'année du général de Gaulle. Très heureux, effectivement, pouvoir contribuer à ce moment qui va vous donner l'occasion de parler des relations entre le général, la France, qu'il incarnait, et le Québec. Cette année est effectivement très particulière. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a souhaité une année de Gaulle autour de 3 grandes dates. Le 80e anniversaire de la bataille de Montcornet, ce fait d'armes important du général à la tête, lorsqu'il était colonel de sa division blindée. Il a fait pendant quelques heures reculer l'armée allemande dans le cadre de la fameuse bataille de France. Deuxième date, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Et puis, troisième date, nous étions d'ailleurs récemment ensemble sur les plaines d'Abraham, au pied de la statue du général, le 50e anniversaire de sa disparition. Donc c'est une année de Gaulle, une année importante, et le président de la République a souhaité l'organiser autour de 3 dates et de 3 notions: l'esprit de résistance, l'esprit de la République et l'esprit de la nation. Évidemment, pour nous, Français, cela a beaucoup de sens. On a, à propos du général, évoqué le plus illustre des Français, chef de la France libre, initiateur de la Ve République, acteur majeur à coup sûr de la deuxième moitié du XXe siècle, avec notamment la construction européenne, la décolonisation et les indépendances, et puis la mise en place d'un ordre mondial dont on voit d'ailleurs que beaucoup d'éléments sont aujourd'hui en train de vaciller. Donc voilà ce que je voulais indiquer en ouverture rapidement. Vraiment heureux que vous puissiez, mais vous êtes bien plus qualifié que moi pour cela, puissiez revenir sur l'action du général et les relations qu'il entretenait, tout à fait particulières et même spectaculaires avec le Québec. Mais au-delà de la dimension
spectaculaire de telle ou telle déclaration ou discours. Force est de constater que ce qu'il a mis en place dure encore aujourd'hui avec cette magnifique relation directe et privilégiée qui est très intense et se projette vers l'avenir. Merci à vous. Je vous remercie, Monsieur le Consul général. Sans plus tarder, je confie l'animation du panel à Monsieur Guillaume Pinson, doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université Laval. Monsieur Pinson, à vous la parole. Bien, merci Monsieur Quesnel. Bonjour à tout notre public. J'espère que la technique fonctionne bien. Je crois que oui, ça fait partie de notre nouvelle réalité. C'est un grand plaisir de vous accueillir en grand nombre à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines en cette année Charles de Gaulle. Les hasards de l'actualité font que la France se recueillait hier sur la disparition récente d'un autre ancien président, Valéry Giscard d'Estaing. L'événement d'aujourd'hui n'en acquiert que plus d'intérêt quand on sait que Giscard d'Estaing a non seulement été ministre sous De Gaulle dans les années 1960, mais qu'il a joué un rôle important dans les relations entre la France et le Québec dans les années 1970. Nous aurons donc peut-être l'occasion d'y revenir dans une prochaine conférence. Mais voici le temps de parler de Charles de Gaulle. Permettez-moi de vous présenter les trois intervenants d'aujourd'hui dans l'ordre des prises de parole, à commencer par notre conférencier principal, M. Roger Barrette, qui est à côté de moi. Formé aux universités de Montréal, d'Ottawa et à l'ENA, Roger Barrette connaît un parcours professionnel diversifié. Historien, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, cadre supérieur dans le secteur public, juge administratif du travail, auteur et conférencier. Il est actuellement secrétaire général de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Et il a été auparavant président national de l'Association Québec-France et président de la Société historique de Québec. Parmi les ouvrages à son actif, on lui doit notamment son récent et excellent De Gaulle, les déclarations qui ont marqué le Québec, paru en 2019, ainsi que son De Gaulle et la Révolution tranquille, paru l'année d'avant, en 2018. Après la conférence de M. Barrette, nous inviterons M. Keating et M. Paquette à entamer le dialogue avec notre conférencier. Nous commencerons avec Robert Keating, qui était jusqu'à récemment sous-ministre au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Depuis janvier 2020, il occupe les fonctions de diplomate en résidence à l'École supérieure des études internationales de l'Université Laval, qui est un des partenaires de cette grande conférence. Durant sa carrière au sein de la fonction publique québécoise, il a occupé de nombreuses fonctions, dont celle de délégué général du Québec à New York, délégué général du Québec à Tokyo, sous-ministre au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et président-directeur général de la financière agricole du Québec. M. Keating est diplômé en sciences économiques de l'Université Laval. Puis, la parole ira à Martin Paquette. Professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval, Martin Paquette s'intéresse aux multiples expressions des cultures politiques au Québec et dans les francophonies nord-américaines depuis les révolutions de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Avec Stéphane Savard de l'Université du Québec à Montréal, il est l'auteur d'une brève histoire de la Révolution tranquille, à paraître aux éditions du Boréal en 2021. Monsieur Barrette, je vais maintenant vous céder la parole. Bonne conférence à tous. Alors, merci beaucoup, Monsieur le doyen. Bonjour à vous tous. Et je suis très heureux, évidemment, d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur un sujet passionnant. Pour mettre la table et alimenter les échanges que nous aurons dans quelques instants, j'ai sélectionné quelques-uns des événements et des décisions qui ont marqué l'histoire commune de De Gaulle et des Québécois. J'espère que cette sélection vous permettra de découvrir des facettes nouvelles du président français, ses valeurs, ses faits et gestes qui nous concernent, ses motivations, bref, sa vision aussi globale du Québec. Alors, sans plus de préambule, je me lance dans mon exposé. Nous sommes ici à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. De Gaulle s'y sentirait tout à fait à l'aise. Pourquoi? Parce que De Gaulle est un homme de lettres
tout autant qu'il est un homme de guerre, comme militaire, ou comme un homme d'État. C'est un très grand lecteur. Vous savez, De Gaulle lisait de 3 à 5 livres par semaine. Mais c'est surtout le fait qu'il est un historien, un professeur d'histoire reconnu déjà au début de la trentaine pour enseigner à l'école militaire de Saint-Cyr, qui est une école prestigieuse en France. Et De Gaulle, c'est aussi un écrivain prolifique, un écrivain émérite, je dirais aussi. Vous savez, il a commencé à publier dès l'âge de 15 ans et il a écrit jusqu'à la dernière journée de sa vie. Et sur le plan de la qualité de ses écrits, qui sont volumineux, mentionnons qu'en 1963, il est en liste pour le prix Nobel de littérature. Puis, depuis 2000, eh bien, la prestigieuse collection de la Pléiade a incorporé dans sa collection ses mémoires de guerre et ses mémoires d'espoir. Mais vous allez me dire, comment résumer qui était-il vraiment De Gaulle? Ben, pour avoir une idée la plus concise possible, en même temps la plus précise, je me réfère à la description qu'en fait son ancien ministre des Affaires étrangères, Couve de Murville. Et dans ses mémoires, il dit ceci, Couve de Murville, à propos de Gaulle. Il dit « De Gaulle était assurément un homme d'une passion intransigeante et sa passion était la France. Il était un homme de mesure et de réflexion. Tout, de sa part, était mûrement médité. Jamais il ne se décidait sur une impulsion. On retient souvent ses actes d'audace, ses initiatives spectaculaires et en apparence téméraires, qui marquent 30 années de sa vie et de l'histoire de France. Même alors, il se décidait non pas tel un joueur qui prend un risque, mais tel l'homme d'État qui a jugé sur le fond et qui sait qu'il a raison. Et dans le dossier, dans les relations entre De Gaulle et le Québec, je pense qu'il faut avoir ça en tête parce que ça s'applique énormément. L'autre caractéristique que je veux attirer votre attention sur De Gaulle, c'est celle-ci. De Gaulle est un homme libre, essentiellement libre. D'ailleurs, les militaires, durant sa vie militaire, ont eu de la misère à vivre avec lui, avec sa liberté. Et à la fin de sa vie, quelques semaines avant de mourir, à son petit-fils de 20 ans, qu'est-ce qu'il dit à son petit-fils? Un peu comme un message, une recommandation. Il dit, « Yves, dans la vie, il faut être contagieusement libre. » Vous avez bien lu, hein? Contagieusement libre. Pas sois libre toi-même. Non, il faut que socialement, on aide les autres, les autres à l'être. Et ça, je pense que c'est une caractéristique qui, évidemment, est omniprésente dans sa vie et qui l'a animé aussi par rapport à la situation des Canadiens français en Amérique du Nord. Quand est-ce que De Gaulle découvre-t-il le Québec? Eh bien, là-dessus, la réponse est difficile à avoir, mais ce qu'on peut affirmer sans l'ombre d'un doute, c'est que comme Obélix était tombé dans la potion magique en étant enfant, eh bien, De Gaulle, lui, il est tombé dans la potion historique également très, très tôt. Et parce que son père est un érudit, un professeur d'histoire de haute qualité, de haute voltige, qui l'a initié à l'histoire de France, à l'histoire de la Nouvelle-France et à l'histoire des civilisations. De Gaulle est un homme qui a une mémoire phénoménale et il emmagasine tout ça. D'autre part, sur le plan adulte, une fois adulte, à quel moment De Gaulle s'est intéressé au Québec? Jusqu'à maintenant, on n'avait pas beaucoup d'indications à ce sujet-là. Mais j'ai eu la main heureuse et on m'a permis d'aller faire un inventaire détaillé, une analyse détaillée de sa bibliothèque à Colombie-les-Deux-Églises. Et là, je pense qu'on va avoir des dates et des informations tout à fait nouvelles qui nous permettent d'éclairer. Voyez-vous, j'ai trouvé, il y a 2 bibliothèques à Colombie-les-Deux-Églises, une de 2200 livres et une autre qui est autour de sa table de travail. Eh bien, c'est là qu'il conserve, que j'ai découvert une douzaine. Et encore, faut-il qu'il y a deux sections que je n'ai pas pu analyser parce qu'il y avait des portes fermées à clé et la clé était perdue. Mais
Mais vous voyez, juste en dessous là, des photos que vous voyez en haut, là, il y a une série de livres québécois. Alors, le premier, oui, c'est un livre publié ici même à Québec en 1911 de Thomas Chappet, c'est la biographie de Montcalm. De Gaulle, donc on peut dire que De Gaulle, il y a 21 ans à ce moment-là, et il achète, hein, il est à l'école des militaires, et il achète cet ouvrage-là, et il va le conserver toute sa vie. D'ailleurs, il va s'en servir en 1913 pour sa première conférence qu'il va donner à Arras. L'autre exemple que je veux vous donner aussi, Maria Chapdelaine, c'est l'année 1921, l'année où De Gaulle se marie. Eh bien, il achète Maria Chapdelaine, qui est un best-seller en France à sa sortie, et il le lit, il le conserve, il le fait lire à ses enfants, il le fait lire même à ses petits-enfants. Récit du Canada français. Et puis, on trouve comme ça, à travers les décennies, plusieurs autres livres, dont Guy Frégault. Et puis, en 1965, eh bien, c'est le livre, le manifeste constitutionnel de l'Union nationale avec Daniel Johnson. Donc, c'est avec tout ce bagage-là que De Gaulle a accumulé. Lui, il nous connaissait, n'est-ce pas? Nous, on ne connaissait pas, jusqu'au 1er août 1940. Tout le monde se souvient de l'appel du 18 juin en France, hein? Avec la rupture qu'il fait avec Pétain. Et bien, ce qu'on connaît moins, c'est que le 1er août 1940, De Gaulle s'adresse directement et entre dans les foyers à 10 heures le soir, et entre dans tous les foyers avec un message qu'il appelle les Canadiens français au secours. Alors, je voudrais vous faire entendre quelques petits extraits. Je pense que ça va fonctionner. Nous vous invitons maintenant à écouter le général Charles de Gaulle qui parlera de Londres. Si loin que vous soyez de moi, je n'éprouve aucun embarras à vous parler, car je veux vous parler de la France, et personne au monde ne peut comprendre la chose française mieux que les Canadiens français. De la France cherche et appelle votre secours, le vôtre, Canadiens français. Votre secours, elle le cherche et l'appelle parce qu'elle sait qui vous êtes. Enfin, l'âme de la France cherche et appelle votre secours parce qu'elle trouve dans votre exemple de quoi ranimer son espérance en l'avenir. Alors, vous voyez De Gaulle, son espérance en l'avenir, pourquoi? Parce que pendant 200 ans, nous avons résisté dans des conditions très difficiles. Et ça pour lui, c'est très important et inspirant dans la situation où la France se trouve en 1940. De Gaulle, c'est quelqu'un qui ne lance pas comme ça aux Canadiens français une bouteille à la mer, il ne s'en préoccupe plus. Bien au contraire, il envoie des émissaires, des gens qui vont assurer la liaison pendant la guerre entre les Québécois et la France libre. La première qu'il envoie, c'est Élisabeth de Miribel, celle, la dame à gauche avec la robe claire. Et puis, elle est en relation avec l'autre dame à droite complètement, Marthe Simard. Marthe Simard, c'est la première qui va, ici à Québec, à créer le premier comité de la France libre. Et puis, les deux femmes, avec les gens qui les soutiennent, vont créer pendant la guerre 80 comités de la France libre. Qu'est-ce que c'est? C'est des comités de soutien à De Gaulle. On amasse de l'argent, on fait des dons en argent, des dons en nourriture, des dons en vêtements, etc. Mais De Gaulle aussi, voyez-vous, au centre, vous avez l'officier qui est là, c'est le commandant Thierry d'Argentlieu. Thierry d'Argentlieu, c'est un de ses ministres, entre guillemets, de son gouvernement en exil, on dirait, mais c'est aussi le chancelier le plus haut gradé dans l'ordre de libération que De Gaulle vient de créer au début de 1941. Eh bien, De Gaulle l'envoie pendant 2 mois de temps, en mars et avril 1941, pour assurer la solidité des liens entre les Québécois et puis la France libre, en faisant beaucoup de conférences, etc.
voyez, De Gaulle, c'est quelqu'un qui assure la liaison constamment et avec un résultat que les Canadiens français ont répondu beaucoup à l'appel. Et puis, on va sauter rapidement, c'est les États-Unis entrent en guerre, la Russie aussi, et puis il y a le débarquement de Normandie en 1944, et de guerre lasse, avec beaucoup de résignation, Roosevelt décide d'inviter De Gaulle après, en juillet 1944. De Gaulle y va, les conversations sont fructueuses. McKenzie en profite pour inviter De Gaulle à Ottawa. Alors, De Gaulle aurait pu très bien retourner tout de suite après ces visites-là à Alger et continuer la guerre, parce que la guerre se continue en Normandie, là. Eh bien, De Gaulle choisit de venir saluer directement les Canadiens français en allongeant son voyage d'une journée. Et le 12 juillet 1944, il vient à la fois à Québec et à Montréal. Et d'ailleurs, ce sera les 3 voyages qu'il fera ici. Il va faire à la fois Montréal, la capitale et la métropole. Et dans ses mémoires, d'ailleurs, il se rappelle ceci. Il dit, rendant dans la visite à la ville de Québec, je m'y sens comme submergé par une vague de fierté française, bientôt recouverte par celle d'une douleur inconsolée, toutes les deux venues du lointain de l'histoire. Qu'est-ce que c'est la douleur inconsolée? C'est le traité de Paris, 1763, la cession de la Nouvelle-France en Angleterre. Pour De Gaulle, et pour les Canadiens français, ça a été extrêmement difficile, mais pour De Gaulle, c'est une mauvaise décision du gouvernement de Louis XV. Et ça, on le voit plus tard, c'est resté comme étant, et en est conscient, c'est un historien, hein, et puis il est conscient des conséquences que ça a eu pour nous en Amérique. Alors, il gouverne comme ça jusqu'en 1946. En 1946, il démissionne. C'est 12 longues années de traversée du désert. Et puis, la guerre d'Algérie le ramène au premier plan. Et puis, il propose à ce moment-là au peuple français une nouvelle constitution pour faire des gouvernements un peu plus stables. Et c'est une chance pour les Québécois. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle répartition des pouvoirs, le président de la République, De Gaulle, eh bien, se réserve la défense et les relations internationales. Et ce faisant, quand les Québécois vont vouloir s'approcher officiellement de la France, eh bien, c'est un dossier qui va tomber dans les mains et la décision va être prise aussi par quelqu'un qui connaît les Canadiens français et les Québécois. Si je vous posais la question, quel est le premier ministre à avoir songé à créer des liens avec la France? Vous me répondriez assurément, probablement, Jean Lesage. Eh bien non, Jean Lesage n'est que le 3e premier ministre à avoir cette idée-là. Le premier, c'est Maurice Duplessis, en 1958-1959. Mais il meurt, et a monté un dossier solide, là. Mais son décès en septembre 1959, et puis il est remplacé par Paul Sauvé et remplacé par Antonio Barrette. Mais l'idée reste là. Voyez-vous, Antonio Barrette, il prend le pouvoir le 7 janvier, et puis 21 jours plus tard, il annonce aux députés de l'Assemblée législative que son gouvernement va nommer un agent permanent à Paris et à Londres. Et il fait voter des crédits pour l'année budgétaire 1960-61. Son vis-à-vis, le chef parlementaire libéral, Georges-Émile Lapalme, applaudit. Il dit « Voilà une excellente idée ». Eh bien, c'est quelques mois plus tard, 2-3 mois plus tard, eh bien, qui arrive en Amérique? Eh bien, c'est De Gaulle. De Gaulle amorce un grand voyage de 14-15 jours à travers les villes américaines, nord-américaines. Et puis après Ottawa, il vient à Québec et aussi à Montréal. Donc, et puis il vient aussi à l'Université Laval. À Québec, il vient à l'Université Laval et il passe les journées entières avec Antonio Barrette, le premier ministre. Je voudrais vous faire écouter quelques courts extraits de son allocution à l'Université Laval. Et ceci dit, laissez-moi exprimer la très profonde émotion que je ressens à me trouver dans les murs de l'Université Laval, la plus ancienne d'Amérique du Nord
Et il se trouve qu'elle fut, qu'elle est restée, qu'elle restera une université française. Toutes les fois qu'entre la France et vous, ou réciproquement, s'établit un échange d'idées, un échange de labeur, un échange d'hommes, un service est rendu à ce à quoi il faut le rendre, c'est-à-dire à la pérennité de ce que nous sommes. Je sais que cela est fait ici. Encore une fois, je vous en rends témoignage. Alors, vous voyez, De Gaulle, il parle de réciprocité, n'est-ce pas? Hein? Et c'est quelque chose qui va marquer justement les relations entre la France et le Québec et dans sa vision des choses. Dès 60, c'est ce qu'il dit. Et 3 mois plus tard, il y a des élections générales au Québec. Antonio Barrette et l'Union nationale perdent le pouvoir au profit de Jean Lesage et des libéraux. Le projet qu'avait annoncé Antonio Barrette est repris, non pas par Jean Lesage, mais par justement Georges-Émile Lapalme, qui est le procureur général d'aujourd'hui, on dirait ministre de la Justice. Mais pour Georges-Émile Lapalme, c'est la dimension culturelle qui l'importe beaucoup. Et le projet qu'Antonio Barrette avait annoncé, il dit « Moi, je veux contribuer à le réaliser ». Je passe sous silence toutes sortes d'événements qui aident à ce projet-là à Paris. Mais le Quai d'Orsay voit des objections. Et là, le projet est compromis. Et voici ce que la décision est prise le 21 janvier 1961 par De Gaulle. De Gaulle, dans sa note, il écrit ceci. Le projet de la province de Québec tendant à établir à Paris une agence générale me paraît très intéressant. Je crois que nous aurions tort de le décourager, comme voulait le faire le Quai d'Orsay. Nous ne pouvons pas et ne devons pas méconnaître le caractère particulier du Canada français par rapport à la France et réciproquement, ni le grand intérêt que présente le développement de nos rapports particuliers avec la province de Québec, notamment au point de vue culturel, économique et psychologique. Le simple fait que ces rapports pourraient être désagréables au gouvernement d'Ottawa ne saurait nous détourner de les établir. Et voilà, De Gaulle, qui connaissait le Québec, ses besoins, eh bien, se dit « Oui, je vais vous accueillir », même si ça va créer des vagues. Et c'est ce qui fait que 9 mois plus tard, eh bien, le Québec ouvre sa maison du Québec à Paris. Et puis, le premier ministre Jean Lesage, avec une forte délégation, plusieurs ministres, est reçu en véritable chef d'État, même s'il n'y a pas un statut de chef de gouvernement souverain. Mais De Gaulle le considère tout comme. Et De Gaulle, il dit, dans un des toasts, il dit, il s'agit cette fois, c'est retrouvailles directement, là, il dit, cette fois, c'est pas seulement des sentiments partagés, mais c'est pour faire des choses ensemble. Si vous êtes à Paris, eh bien, si vous voulez être à Paris, c'est sans doute parce que vous avez des besoins, des choses que vous voulez faire, eh bien, on va les faire ensemble. Et le sage reconnaît aussi qu'il a été reçu d'une manière même dans l'intimité générale. Hein? Il dit, hier soir, le général nous a reçus, ma femme et moi, et Malraux, il m'a traité comme un fils. Vous voyez le niveau de délicatesse que De Gaulle a en regard du représentant des Québécois. De Gaulle continue à suivre l'actualité. En 1960-62, avec la fameuse élection sur la nationalisation de l'électricité et le slogan très engageant, « Mettre chez nous ». De Gaulle sait aussi depuis 1961 qu'il y a un mouvement de séparatiste de plus en plus fort au Québec. Il sait aussi en 1963 que le FLQ a commencé ses attentats par la manière violente. Et à la veille de la réception, de recevoir à nouveau Jean Lesage, il exprime à son ministre de l'Information, il exprime un peu sa vision. Comment il voit ça, les problèmes entre le Canada anglais et le Canada français? Il dit, le Canada français est en pleine évolution, en plein développement. Un jour ou l'autre, si ça continue comme ça, un jour ou l'autre, il se séparera du Canada anglais.
Bien sûr, il est naturel qu'ils forment une confédération et que cette confédération règle les problèmes de leur vie commune, de leur vie. Mais chacun doit être indépendant de l'autre. Le Canada français doit devenir, tôt ou tard, un État français d'Amérique. Et il ajoute, bien sûr, le jour où nous ferons une réunion des peuples de langue française, le Canada français y aura sa place de choix. Vous voyez, De Gaulle, c'était quelqu'un qui a une vision sur le long terme. Hein. Et puis, il dit, bon, ben, parce qu'il lui-même a le projet de créer ce qu'on appelle aujourd'hui la francophonie. Mais il ne l'avance pas tout de suite parce qu'il veut que les pays nouvellement indépendants, que ce soit eux qui fassent la demande à la France, et non pas que la France veuille recréer un empire par la porte de côté. Alors, vous voyez, nous sommes en mai 63. Mai 63, et vous voyez déjà sa position, sa lecture des solutions éventuelles pour le Canada anglais et le Canada français. Et faisons un bond de 2 ans, n'est-ce pas? En février 1965 est une année très importante pour les relations entre la France et le Québec. D'abord parce que c'est la première entente qu'on signe dans le domaine de l'éducation. Et De Gaulle, ce n'est pas lui le signataire, mais De Gaulle suit le dossier. D'ailleurs, il en parle à son Conseil des ministres qui suit quelques jours après. Il dit, vous voyez, il dit à ses ministres, j'ai vu Gérin Lajoie hier. Cette entente, comme ils disent, est importante en soi pour notre coopération et pour l'avenir international du Québec. C'est la première fois que le Québec signe un accord avec un autre État. Ce sont les retrouvailles d'un morceau du peuple français et de la France. Encore là, vous voyez que De Gaulle est conscient que c'est un enjeu, que c'est un précédent. Un précédent, mais il voit qu'il y en aura des suites par la suite au niveau international. Le mois suivant, le parti d'opposition, l'Union nationale, dirigé par Daniel Johnson, organise ici à Québec un très grand congrès d'orientation. Et puis, ils adoptent leur programme constitutionnel avec le slogan titre Égalité ou indépendance. Vous avez dit, ben, c'est un parti d'opposition, là. Eh bien, De Gaulle, il a ce livre-là, et il ne met pas sa tablette, il lit. Et son fils nous raconte comment, en allant passer la fin de semaine à Colombie-les-Deux-Églises, il arrive, et c'est le sujet, et il nous raconte ceci, je vous le lis rapidement. Il dit, quand j'entre dans la bibliothèque, il est en train de commenter un livre qu'il a reçu et qu'il a entre les mains. Je suis étonné par sa véhémence. Ils ont raison, insiste-t-il, en parlant des Québécois. On les brime, on les réduit. Ils ont raison de s'insurger. À leur place, n'en ferions-nous pas autant? Il dit, que vais-je faire pour les conforter? Il faudrait que je fasse quelque chose de moral et d'historique afin de rappeler qu'ils font partie de notre monde et de notre rayonnement. Puis, mon père ajoute, cette sympathie que nous avons pour eux, elle est viscérale. C'est notre mauvaise conscience qui nous tire par la manche, et c'est la solidarité à l'égard de frères dans le besoin. Vous voyez, dans l'intimité de Gaulle, ce qu'il pense réellement, hein, il dit, la mauvaise conscience, là, c'est à nouveau la rupture de 1763. Hein, et les reproches qu'il s'en fait. Et il dit, c'est viscéral, hein? L'estime qu'il a, la préoccupation qu'il a pour les Québécois, elle est viscérale. C'est De Gaulle qui parle, là. Et puis, il dit, vous voyez l'expression, hein? Il parle pas, il dit pas, ben, c'est nos cousins dans le besoin. De Gaulle considère les Québécois comme des frères, hein? Un morceau du peuple français, comme des frères. Il dit, c'est des frères dans le besoin. Alors, nous sommes en 65, en avril, et puis, un an plus tard, il y a des élections au Québec. L'Union nationale de Daniel Johnson remporte la victoire et Daniel Johnson invite De Gaulle, en septembre 66, à venir visiter le Québec à l'occasion de la grande exposition universelle de Montréal. De Gaulle se laisse tirer l'oreille. Il attend même le 11 et le 13 janvier 67 avant de rendre sa décision. Il rend sa décision, confidentielle d'ailleurs, au délégué général du Québec à Paris. Il lui dit, oui, je vous confirme que j'accepte d'aller
au Québec en juillet, mais je voudrais que Daniel Johnson vienne au printemps pour qu'on puisse travailler encore plus en profondeur de nouveaux dossiers, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est ce qui se produit du 17 au 22 mai. Et Daniel Johnson est reçu à ce moment-là avec encore plus de face, plus de rayonnement que le sage l'avait été lors de ses 3 voyages précédents. On fait même loger Daniel Johnson là, à Versailles, hein, à Trianon. Mais encore là, c'est tous des symboles, n'est-ce pas, qui démontrent l'estime considérable. Quand De Gaulle dit « mon ami Johnson », là, ben, il fait des démonstrations d'amitié assez éloquentes. Johnson et De Gaulle se voient à 3 reprises, dont toute une soirée au football dans la loge présidentielle. La 3e fois, eh bien, on parle des problèmes constitutionnels que le Québec vit avec le Canada anglais. Et puis, Johnson demande l'aide de Gaulle en disant « Il faut votre aide, mon général. Seul, je ne peux rien contre Ottawa. Donc, votre prestige, etc., peut nous aider à avoir un équilibre dans les négociations avec le Canada anglais. » Et De Gaulle répond quoi? De Gaulle répond « Je suis prêt à vous donner un coup de main qui vous servira pour l'avenir. » Alors, il y a un engagement de principe, c'est pas très clair, hein? Mais je suis prêt à vous donner un coup de main. Alors, De Gaulle tient promesse, et puis il vient en juillet. Mais remarquez une chose, hein? Ce n'est pas un voyage de politesse. Il prend 14 jours dans son horaire pour venir à un seul endroit, une seule destination. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de son emploi du temps. C'est vous dire que pour lui, c'est un voyage important. Et c'est un voyage symbolique, mais c'est un voyage important pour y consacrer 14 jours de suite. Couve de Murville nous a dit au début, je vous ai cité, hein, que De Gaulle, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Bien, voici un exemple. Au milieu de l'océan, le 19 juillet, il rencontre son chef d'état-major particulier, Philippon, qui lui demande « Mon général, qu'est-ce que vous faites de toutes ces longues heures sur le navire? » Le général dit « Ben, je réfléchis à ce que je vais dire aux Québécois, à mes discours. » Et il enchaîne en disant « Que diriez-vous si je criais « Vive le Québec libre » Ben, Philippon dit « Ben, vous n'allez pas faire ça, mon général. » Et le général, qu'est-ce qu'il répond? Il dit « Eh bien, je crois que si. Ça dépendra de l'atmosphère. » Eh bien, 4 jours plus tard, le 23, De Gaulle, le Colbert accoste à Lens-au-Foulon et il rencontre effectivement une foule enthousiasme latent. Et puis, regardez avec quel type d'affiche. Québec français, et l'autre à côté, c'est une grande affiche aussi qui est à Montréal, juste au pied de l'hôtel de ville, là où il va prononcer son discours le lendemain. Je vous les présente justement parce que je crois que ça explique beaucoup la chimie extraordinaire qui se vit dans les 4 jours qui vont suivre entre les Québécois et les Français. Pourquoi? Parce que le grand président français représente une figure de proue. Hein? C'est lui qui le fait français à travers le monde. C'est un défenseur, c'est un promoteur. Et les Québécois le sentent, le voient et pensent que c'est effectivement quelque chose qui va aider. Alors, on va se rendre rapidement, si vous voulez, encore là, j'ai sélectionné quelques courts extraits de ce qui se passe à Montréal. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Et si vous saviez à quel point elles se sentent obligées de concourir à votre marche en avant, à votre progrès. C'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec, avec celui de mon ami Johnson,
des accords pour que les Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même œuvre française. En ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre! Vive! Vive! Vive le Canada français et vive la France! Alors, il y en avait de l'atmosphère, n'est-ce pas? Et donc, et vous voyez un peu, je vous souligne une chose, hein? Il dit, la France se sent obligée de concourir à votre marche en avant, à votre progrès. Pourquoi? C'est toujours à nouveau, lui, sa responsabilité en disant, je suis président de la France et on doit essayer de corriger l'erreur que Louis XV a faite. D'ailleurs, c'est un diplomate du Quai d'Orsay qui avait dit au président, je pense, Monsieur le Président, vous avez payé la dette de Louis XV. Il y a des livres, d'ailleurs, qui ont été publiés là-dessus. Eh bien, 2 jours après, De Gaulle revient à l'Hôtel de Ville à l'invitation du maire Drapeau pour un grand déjeuner d'apparat. Et Drapeau lui rend un hommage. Il dit, Drapeau qui parle, il dit, je formule le vœu, c'est que les autres présidents français vous ressemblent et partagent votre foi dans l'existence d'un Canada français. Je crois que De Gaulle ici, pas De Gaulle, Drapeau résume très bien un peu le sentiment. De Gaulle se sent une responsabilité par rapport à l'avenir du Canada français parce qu'il a foi en son existence et il veut essayer d'y travailler. Ce à quoi, toujours dans le toast, De Gaulle répond que pour lui, les échanges franco-québécois, ils doivent se faire à tous les niveaux. Il dit, ça implique des échanges intellectuels, spirituels, scolaires, littéraires, artistiques, professionnels, touristiques, familiaux. Vous voyez, tout cela doit être organisé et développé. Alors, ça vous donne la perspective. Pour lui, il ne voit pas ça de gouvernement à gouvernement, des relations formelles. Non, non, c'est de société à société, de peuple à peuple. Alors, je pense que ça qualifie bien sa vision par rapport à ce que devraient être les relations entre Français et Québécois. Le même jour, d'ailleurs, cependant, il dit, vous savez, dans sa conversation avec l'éditorialiste du Devoir, Jean-Marc Léger, il dit, vous savez, mon seul souci en venant chez vous était de rendre service. Ce sera à vous, au peuple du Québec, de dire si j'ai réussi, car la suite vous appartient. De Gaulle, donc, ne veut pas prendre la place du peuple québécois, il veut l'accompagner. Et vous voyez son esprit, hein? Comme il avait dit à Johnson, vous rendre quelque chose qui pourrait vous rendre service. Eh bien, il le répète ici. En France, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Vous voyez comment le Paris Match illustre la première page. On a l'impression que De Gaulle est dans un enterrement, n'est-ce pas? C'est bien loin de ce qu'on vient de voir là, dans les petits extraits. Hein? Vous voyez comment l'opinion publique française a été, à mon avis, manipulée, mal informée sur ce voyage-là. Et contrairement aux Québécois, regardez, pendant 3 semaines, presque un mois plus tard, eh bien, un grand sondage avec les journaux français et anglais révèle que les Québécois, massivement, sont très heureux que De Gaulle ait fait ce qu'il avait fait, et que même plus de 50% des gens étaient d'accord même à ce qu'il ait osé dire « Vive le Québec libre ». Et ça, c'est bien au-delà de la marge de partisans du Rassemblement pour l'indépendance nationale.
ça reflète, je pense, assez bien le point de vue des Québécois dans un vaste étendu. Et De Gaulle est un homme d'action. Hein. Il avait dit ça à Lesage en 61. Eh bien, il envoie son ministre de l'Éducation nationale, Perfit, à dire, vous allez aller voir le Québec, vous allez faire des propositions, vous allez réagir à leurs demandes pour qu'on puisse vraiment appuyer le Québec dans son développement. C'est ce qui se fait. Regardez, les deux gouvernements là, ont décuplé en 3 ans le budget qui était alloué aux relations entre la France et le Québec. Ce qui permet au gouvernement de l'Union nationale, d'ailleurs, de créer l'Office franco-québécois pour la jeunesse, 2, de créer les cégeps, et de créer le vaste réseau régional de l'Université du Québec, par l'apport de beaucoup d'enseignants qui sont français, qui sont venus ici prêter main forte à cette période-là délicate. Et donc, ce qui permet à notre système d'éducation, à la réforme de l'éducation, de faire un pas très important. En 67, toujours, vous savez, De Gaulle tient 2 conférences de presse, une au printemps et l'autre à l'automne. Celle de l'automne, De Gaulle y consacre 20 minutes de son temps, de cette conférence-là, à l'Élysée, à la question du Québec. Je voudrais vous faire entendre un tout court extrait. À Montréal, la 2e ville française du monde, et qui était le terme de mon parcours, le déferlement de la passion libératrice était tel que la France avait le devoir sacré d'y répondre sans embâche et solennellement. C'est ce que je fis en déclarant à la multitude assemblée autour de l'hôtel de ville que la France n'oublie pas ses enfants du Canada, qu'elle les aime, qu'elle entend les soutenir dans leur effort d'affranchissement et de progrès, et qu'en retour, elle attend d'eux qu'ils l'aident dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et puis j'ai résumé le tout en criant « Vive le Québec libre !» Ce qui porta au degré suprême la flamme des résolutions. Alors, vous voyez, De Gaulle est quelqu'un qui veut que la presse internationale, et s'expliquer que la presse internationale soit au courant de ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Et une des questions qui s'est ajoutée, c'est celle au niveau international. Alors, le 1er septembre, Pierre Fitt, avant de venir ici à Québec, négocier avec Johnson des ententes, de nouvelles ententes, il avait demandé à De Gaulle, qu'est-ce que vous penseriez, mon général, si on faisait inviter le Québec à la conférence qu'on a des ministres des pays francophones dans le domaine de l'éducation qui va avoir lieu au Gabon là, du 10 au 15 février. De Gaulle dit, c'est une excellente idée, il faut ouvrir au Québec des fenêtres sur le monde. Mais Couve de Murville n'est pas de cet avis. Couve de Murville dit, oh là, on va avoir du trouble avec Ottawa. Alors, on pourrait peut-être simplement trouver une solution entre les deux. Peut-être simplement un observateur. Québec pourrait être observateur. Ou bien, si on invite le Québec, on pourrait inviter en même temps Ottawa. De Gaulle, face au conflit des 2 ministres, il décide, après Noël, ceci. Il y a lieu d'aider le Québec à participer à la conférence de Libreville. Par contre, Ottawa ne serait pas actuellement désirable. C'est ce qui fait que le Québec met le pied pour la première fois dans une table internationale. Eh bien, évidemment, à Ottawa, on est très en colère. On rompt les relations diplomatiques avec le Gabon. Et puis, en mars, le candidat à la chefferie du Parti libéral fédéral, Trudeau, eh bien, déclare que si jamais la France faisait la même chose que le Gabon et invitait pour le 2e volet de la conférence qui doit avoir lieu à Paris, eh bien, le Canada était pour rompre ses relations diplomatiques avec la France. Eh bien, De Gaulle n'a pas changé du tout son point de vue. Le Québec a été invité et puis Ottawa n'a pas osé rompre ses relations avec la France. Et puis, rapidement, l'année 2008, 68 plutôt, 68 à 70, en 4 images, c'est la fameuse
mai 68 à Paris, c'est la victoire écrasante des gaullistes à l'Assemblée nationale. C'est sa proposition d'un référendum pour réformer les institutions, le Sénat et la régionalisation de la participation, qui est battue. Il se retire, comme il avait annoncé, pour rédiger à Colombey les Églises ses mémoires d'espoir. Il est retiré maintenant, il ne reçoit plus de personnalité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au Québec en 70? Eh bien, au printemps, c'est un nouveau gouvernement, les libéraux qui reprennent le pouvoir avec Robert Bourassa. Et puis, à l'automne, c'est la crise d'octobre, l'enlèvement de 2 personnalités. Eh bien, l'histoire entre De Gaulle et Québec révèle toujours de plus en plus de surprises. Tout récemment, un livre vient de paraître qui nous révèle que De Gaulle, le 17 octobre, quelques heures avant qu'on découvre le corps du ministre Laporte, eh bien que De Gaulle avait écrit au directeur du Devoir. Il a écrit quoi? Sur la demande d'un de vos confrères parisiens, je puis vous confirmer que je désapprouve formellement les ajustements du FLQ. J'estime erronée sa manière de défendre les intérêts du peuple canadien-français qui resteront liés dans bien des cas à ceux de l'Amérique. Pourquoi? Parce que les jeunes du FLQ étaient des gens qui étaient des marxistes et qui voulaient créer ici une société socialiste. Et De Gaulle dit, ben, non, c'est une lubie. Là. Alors, c'est 3 semaines après, De Gaulle meurt. Et puis, bon, vous allez dire, bon, ben, la conférence est finie. Mais non, la conférence n'est pas finie parce que De Gaulle n'a pas dit son dernier mot. Alors, De Gaulle, imaginez-vous, il meurt le 9 novembre. Eh bien, 2 jours après, dans le New York Times, un très grand article qui fait une grande manchette, c'est le compte-rendu détaillé d'une entrevue qui est accordée à ce grand reporter-là en février 69, alors qu'il était président, mais qui devait rester secrète. Et là, une fois mort, mais là, le New York Times s'est senti délié de sa promesse. Bien, à ce moment-là, à nouveau, De Gaulle, eh bien, parle de la question du Québec en les termes suivants. Il dit, il y a là-bas un peuple français, il y a aussi un peuple anglais, et dans l'Ouest, un peuple presque américain. Ils devraient s'entendre pour créer une union sur la base d'engagement réciproque. Mais on ne peut pas prétendre faire une loi anglaise sur le dos des Français. Il vaudrait mieux accepter un État du Québec dans une union canadienne. Alors, De Gaulle l'avait dit, il l'avait anticipé en 1963, il considère qu'avec les événements, ça reste toujours d'actualité, n'est-ce pas? Alors, je veux rapidement terminer, j'ai pris trop de temps, je m'en excuse, sur 3 retombées parmi plusieurs autres. La première, c'est une retombée linguistique, l'aspect du français. Eh bien, 10 ans après sa venue ici, eh bien, le ministre Lorrain dit « C'est à De Gaulle que nous devons l'achat de la langue française. S'il n'avait pas fait son esclandre, jamais Ottawa et le Canada anglais ne se seraient résignés. » Également, sur le plan économique, la Caisse de dépôt et de placement, ça a été conçu et le sage Chéran se fait convaincre parce qu'à la délégation générale du Québec à Paris, de l'existence d'un modèle qui existait en France, plutôt que de donner les cotisations au régime de retraite du Québec aux banques canadiennes anglaises pour qu'ils soient gérés, eh bien, c'est comme ça qu'on a la Caisse de dépôt et de placement avec comme un levier économique tout à fait extraordinaire. Et puis, sur le plan culturel, je pense que De Gaulle a attiré les réflecteurs sur la situation qu'il y avait ici, un peuple, un groupe francophone dynamique. Eh bien, ça a amené aussi beaucoup de la société française à prospecter et à donner aussi, à voir qu'il y avait du talent ici, et du talent qui a rayonné, comme la réciprocité dont parlait De Gaulle en France dans les dernières décennies. Alors, en bref, je pense que quand on regarde ça, c'est De Gaulle, pendant 60 ans, a eu de l'attention pour les Canadiens français, même de l'affection fraternelle. C'était une source de fierté française et d'espoir pour les Québécois. C'était pour les gouvernants québécois qui se sont succédés un très solide allié. Bref, quand on regarde tout ça, je pense qu'on doit considérer De Gaulle comme étant un des acteurs majeurs de notre révolution tranquille, tant à l'interne que vis-à-vis de l'international. Merci de votre attention et je serai disponible tout à l'heure. Merci. Bravo, M. Lorette, c'était passionnant. Je vais reprendre la parole.
Merci infiniment à M. Barrette pour cette présentation absolument passionnante et même émouvante à bien des égards. Je vais tout de suite passer la parole à nos deux intervenants. Donc, pour commencer, Robert Keating, qui sera suivi ensuite d'une réponse de M. Barrette, puis M. Paquette, ensuite, même chose, retour à M. Barrette par la suite, quelques minutes. Et j'invite, juste un moment pour vous dire que j'invite le public qui souhaiterait poser des questions à M. Barrette et qui est connecté sur la plateforme Webex à utiliser la plateforme du chat pour nous écrire des questions brèves. Si on a un peu de temps, on pourra les poser à notre invité. Alors, merci encore une fois, M. Barrette. Et maintenant, nous allons entendre la réaction de M. Keating. Merci, M. le doyen. Merci, M. Barrette. Je suis très enthousiaste par votre conférence. Bien sûr, je recommande à tous les gens qui nous écoutent la lecture de votre livre, qui est une base extraordinaire pour mieux comprendre, de mon point de vue à moi, qui a pratiqué la relation internationale pour le Québec, mieux comprendre l'importance du général de Gaulle dans l'établissement de nos relations internationales, de notre identité à l'international. Avant de poursuivre, je raconterai une anecdote que j'ai vécue personnellement. J'étais au Japon à ce moment, en 90. Nous avions été invités, je ne dis pas convoqués, mais invités par l'ambassadeur de France à le visiter dans ses bureaux. J'étais accompagné, en fait, j'accompagnais mon délégué général, j'étais le numéro 2 à l'époque. Je suis retourné plus tard comme délégué général, c'est une autre histoire. Alors, on se rend dans la vieille chancellerie française de l'époque, qui était reconstruite, située dans le quartier de Hiro. Et on rentre dans le bureau de l'ambassadeur, on est évidemment très chaleureusement accueillis. C'est une personne vraiment agréable. Derrière son pupitre, le délégué général et moi, on remarque une photo de l'ambassadeur avec le général. C'est classique quand même. Les ambassadeurs, il avait un certain âge, l'ambassadeur. C'était classique. Mais derrière, on remarque plus attentivement que c'est le château Frontenac qui se retrouve. Alors bon, je n'ai pas besoin de vous donner le nom de l'ambassadeur. Ceux qui connaissent l'histoire des relations internationales du Québec savent que c'est Bernard Dorin. Bernard Dorin qui a joué un rôle fondamental, qui était présent à Montréal lors de la fameuse visite du général, qui était présent sur le balcon et qui nous a conté en détail les moments où le micro était branché, le micro n'était pas branché, où le micro apparaissait et le micro n'apparaissait pas. Alors, je me suis toujours dit à ce moment-là, je le crois encore, il faut toujours faire attention et admirer les services français. Ils sont d'une efficacité extraordinaire, je peux vous le garantir. Alors, donc, Monsieur Dorin, le général de Gaulle, pardon, a joué un rôle fondamental. Vous citez Luc Bernier, le professeur Bernier, qui dit qu'il était un acteur extérieur vraiment essentiel pour le Québec, je le crois. L'établissement, vous l'avez mentionné, la délégation générale du Québec à Paris en 61, n'est pas le fruit du hasard. Travail, évidemment, de Duplessis, par la suite Barrette, Sauvé Barrette, M. Lesage. Mais sans le général, contre l'avis du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères à l'époque, c'était un peu différemment maintenant, on n'aurait jamais pu s'établir à Paris. La même chose pour la première entente internationale que le Québec a signée, c'est-à-dire l'entente sur l'éducation, le 27 février 1965, contre l'avis du Quai d'Orsay aussi, des juristes du Quai d'Orsay. Le général a dit non, on va signer une entente sur l'éducation, c'est tellement important. Et c'est Gérin-Lajoie qui était là. D'où la doctrine Gérin-Lajoie, c'est-à-dire pourquoi le Québec signait, parce que les compétences constitutionnelles du Québec, elles sont les faits que l'éducation, c'est la responsabilité québécoise. Ce n'est pas la responsabilité de l'État fédéral, c'est la responsabilité québécoise. D'où l'extension des compétences intérieures du Québec à l'étranger. Ce qu'un premier ministre a dit en 2004 dans un discours à l'ANAP, ce qui est compétence québécoise ici, chez nous, est compétence québécoise partout. C'est Jean Charest qui l'a dit. Alors ça, c'est vraiment très, très important. De la même manière, la présence du Québec au sein des forums internationaux, je pense à la CCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, qui est l'ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie, eh bien, c'est le général qui a insisté que le Québec soit invité comme à Niamey, comme vraiment comme joueur autour de la table, au même niveau que d'autres joueurs étatiques. On n'était pas un État, on n'est pas un État non plus. Alors, tout ça a fait en sorte que le Québec, à l'étranger, a pu développer son réseau et affirmer son identité. Je pense qu'en vous lisant, c'est ce que je comprends de façon très, très essentielle, que le Québec puisse parler en son nom. Meilleur, pire que d'autres, je ne sais pas. Mais au moins qu'on puisse parler entre notre nom au niveau international, pouvoir s'affirmer et dire ce que l'on pense. Et on l'a fait.
concrètement, on peut reprendre, il n'y a encore pas si longtemps, la Convention sur la diversité des expressions culturelles. C'est la France et le Québec qui ont mené ce combat à l'UNESCO. Et nous avons eu, nous, dans notre réseau, la chance d'expliquer. Moi, j'étais au Japon à ce moment-là, avec mes amis français, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Canada, bien sûr, avec lesquels nous avons travaillé. Et les Japonais, le résultat, ils voulaient voter contre. Finalement, ils se sont abstenus. On leur a aimé qu'ils votent pour. On l'avait développé. Ils ont compris. On avait quelque chose à dire. Et on a eu quelque chose à dire. Et moi, qui est un modeste Québécois au Japon, je peux vous garantir que faire affaire avec le ministère des Affaires étrangères là-bas, qui s'appelle le Geimusho, c'était pas évident que je rentrais là. Mais je rentrais là, à cette période-là, comme je le voulais. On était très intéressés à ce qu'on avait à dire. Et on avait des experts. Le professeur Bernier, M. Laval, est un grand expert à ces questions-là. Il était très apprécié. Sur les changements climatiques, la relation directe et privilégiée avec la France, stratégique et structurante, a dit le président Macron il y a 2 ans à Paris devant le Premier ministre du Québec. Alors, c'est important. On a établi quoi? Les accords de reconnaissance mutuelle. C'est fondamental. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été accompli. Alors, on a parlé en notre nom. On a fait plein de choses. Alors, moi, je crois que le général, par rapport à ça, a joué un rôle fondamental qui a fait en sorte que le Québec, avec la France, maintenant, a des relations très étendues. Vous avez parlé du ministre Perfit, accompagné de Bernard Dorin. Ils sont revenus, ils ont établi la commission permanente de coopération Trans-Québec. C'est la plus importante commission de coopération de la France, et c'est la plus importante pour le Québec aussi. Plusieurs millions de dollars. Au départ, des dizaines de millions de dollars. L'Office franco-québécois pour la jeunesse, écoutez, à la suite de ce qu'avait fait le président de Gaulle avec le chancelier Adenauer, puisqu'ils avaient créé un même office franco-allemand, 2 pays qui ne s'aimaient pas vraiment. Ils ont créé cette relation et on a suivi, nous. Et c'est 150 000 Québécois et Français, et jeunes Français, entre 18 ans et 35 ans, qui sont venus dans des stages pratiques, concrets, apprendre l'un de l'autre. Je dis bien l'un de l'autre. Alors, vous savez, la relation maintenant avec la France, elle est très dynamique, elle est très active, elle est très économique. Et ça aussi, on ne le souligne pas suffisamment. La France est le 2e investisseur au Québec, après les États-Unis. Ils ne sont pas à côté de nous, là, ils sont de l'autre côté. Ça, on ne le souligne pas suffisamment. Nos échanges économiques, comme dit M. Legault, pourraient s'améliorer. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts et on va poursuivre dans ce sens-là. Il y a de grandes possibilités et un grand potentiel. Mais dans l'ensemble, ce que je retiens, c'est vraiment ce rôle essentiel du président pour nous avoir carrément aidé à prendre notre place au niveau international. Alors, la question que je vous poserai, puis on pourra en débattre, c'est un peu à la Jean-François Lisée. Est-ce que le président était indépendantiste ou non? Alors, si on lit votre livre, on va comprendre. Alors, merci. Alors, je pense que dans ce que le New York Times a publié 2 jours après la mort du général, on a la réponse. Pour De Gaulle, il voit un État du Québec, mais associé au Canada anglais, à une union entre les deux. Alors, est-ce que c'est un souverainiste ou indépendantiste? Je pense qu'il est plus près de l'approche de René Lévesque. René Lévesque, avec la souveraineté association, c'est un peu ce que De Gaulle lui appelle en 1963 une confédération, hein, une vraie confédération. Alors, je pense que, autrement, si on se fie sur le texte, je pense que déjà dans la déclaration qu'il avait faite aux journalistes du New York Times est assez claire. Merci, monsieur Keating. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue historien Martin Paquette. Eh bien, merci beaucoup. C'est un grand intérêt, justement, à la conférence de M. Barrette. J'ai retrouvé le plaisir que j'ai eu à lire son livre. Évidemment, il y a une connaissance absolument pointue et particulièrement précise, justement, de la figure de Charles de Gaulle. Il faut dire que pour un historien, Charles de Gaulle, et surtout un historien du politique comme je le suis, Charles de Gaulle, c'est une figure qui est fascinante parce que c'est à la fois l'histoire qui se fait,
C'est-à-dire, elle est très consciente d'appartenir à un grand continuum historique qui se prolonge dans le temps. Et en même temps, c'est l'histoire qui s'écrit. Donc, évidemment, on le voit dans ses discours, il y a des références historiques assez présentes. On le voit également dans ses livres, et particulièrement dans son travail de mémorialiste. Ses mémoires de guerre et ses mémoires d'espoir sont des beaux exemples, justement, de cette histoire qui s'écrit. Et à ma connaissance, en Occident, il y a relativement peu d'hommes politiques, de responsables de l'État qui on se soucie de l'histoire et de la permanence de l'État. Il y a Winston Churchill, qui est bien connu en tant que tel. Il y a peut-être quelques présidents américains, mais très souvent, dans le cas des présidents américains, leurs mémoires apparaissent comme étant des plaidoyers pro domo. Je pense entre autres à Richard Nixon, c'est un bel exemple. Mais la conception même de l'État, la conception même de la nation, la conception même de sa place en histoire, c'est relativement... les personnages politiques qui font ça sont relativement peu nombreux. Et De Gaulle en est un. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir avec ce que le président Emmanuel Macron a souligné pour l'année de Gaulle, en disant que, bon, c'est l'homme de la résistance, donc ça s'inscrit évidemment dans une conception historique du terme. L'homme de la nation, donc évidemment, c'est la nation française, telle qu'elle s'épanouit à travers le temps et à travers l'espace, de l'Hexagone, mais aussi à travers le monde. Et l'homme de la République, donc c'est-à-dire ici, c'est l'homme de l'État. Et je pense ici, dans ses relations avec le Québec, c'est beaucoup plus l'homme de l'État qui va être l'élément d'achoppement, et non pas l'homme de la nation. Je m'explique un peu pour ça. C'est que, évidemment, les relations franco-québécoises, elles sont relativement anciennes. Le voyage du navire La Capricieuse en 1852, à l'époque de Napoléon III, il y a des liens entre le Canada-Est et la France qui s'établissent. Là, au moment, justement, après la Confédération canadienne, il y a une délégation du Québec qui existe à Paris et qui va se maintenir jusqu'aux les années 1930, au moment de la crise économique, qui va être fermée à ce moment-là. La première figure, d'ailleurs, c'est Hector Favre, qui est important. Il y a des liens qui sont présents aussi entre la France et le Québec, et ça, dès les années 1880, avec les alliances françaises. Les différents postes des alliances françaises, à travers l'Amérique du Nord francophone, jouent ce rôle-là. De Gaulle, c'est autre chose. De Gaulle, c'est la conjonction d'une conception très particulière de la République, de la Cinquième République. Puis d'ailleurs, quand on lit ses mémoires, à la fois les mémoires de guerre et surtout ses mémoires d'espoir, il critique sur le désordre entraîné par la vie politique, parlementaire, le rôle des partis politiques qui se déchirent en France en tant que tel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une institution qui assure l'ordre. Et pour assurer l'ordre, donc c'est à ce moment-là qu'il fait un référendum en 1962, c'est la Cinquième République, l'on confie, c'est le pouvoir présidentiel. Lorsqu'on parle des présidents antérieurs de la Quatrième République, écoutez, ce sont des gens qui ont relativement peu d'influence sur l'ordre public et sur la présence internationale, alors qu'avec la Cinquième République, cette conception très gaullienne ici du pouvoir politique, eh bien, ça assure un facteur de stabilité particulièrement important. En même temps, au Québec, c'est le Québec de la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, c'est la période dans laquelle, justement, les Québécois considèrent que l'État devient le principal facteur assurant le développement en tant que tel. Donc, ce n'est pas seulement que l'expression du nationalisme, l'expression de la culture qui va prévaloir, mais ça passe par le rôle de l'État comme moteur de développement. C'est pour ça qu'on assiste, par exemple, à la nationalisation des 11 compagnies d'électricité avec Hydro-Québec. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, le développement, par exemple, du système de l'éducation qui se transforme avec la création du ministère de l'Éducation. C'est aussi pour cela qu'on voit, par exemple, vous avez parlé, par exemple, de la Caisse des dépôts et placements. Eh bien, c'est le levier économique que possède le Québec, c'est le rôle de l'État qui intervient dans le domaine de l'économie. Et ça, c'est très similaire à ce qu'on retrouve sous la France de la Cinquième République. Et d'ailleurs, le modèle français de la Cinquième République, pas de la Quatrième,
mais vraiment de la cinquième, devient quelque chose d'important ici pour les Québécois. D'ailleurs, vous avez su les accords franco-québécois, un point de vue d'échange, un point de vue, parler de l'économie, parler également de la culture, de l'éducation, et ainsi de suite. Ce sont tous des exemples dans lesquels, justement, vous avez une présence française, mais axée sur le rôle de l'État. Parce que, parallèlement, bien que De Gaulle était sensible à la question nationale en tant que telle, c'est beaucoup plus la dimension de l'État qui le préoccupe. La question nationale, ça va le préoccuper, entre autres, pour les Acadiens, parce qu'en 1968, il va accueillir 4 dignitaires acadiens. Et il va dire, bon, écoutez, la France, c'est aussi l'Acadie. Ça va se manifester également en Louisiane, parce qu'à partir de 1968, en Louisiane, lorsqu'on crée le codophile avec Thomas Leroux, ce sont des coopérants français qui vont se retrouver là et qui vont assurer justement l'enseignement du français aux Acadiens. Mais la grande différence entre l'Acadie ou encore la Louisiane, c'est que le Québec possède un État. Puis on encourage cet État-là parce que cet État-là peut... Et ça explique en grande partie l'impression de la dernière déclaration de Gaulle. C'est un État du Québec dans un ensemble canadien. C'est-à-dire, c'est un fait. Le Québec, en 1970, selon la conception de Gaulle, pouvait assurer le développement de sa nation, mais tout en restant dans l'espace canadien, parce que l'État québécois est assez fort pour le faire. Or, comment entrevoyait-il l'évolution de l'État? C'est un peu la question parallèle à M. Keating ici. Bon, pas tant en termes de dépendance, mais en termes justement de sa place dans l'équilibre, dans l'ensemble des nations. Comment entrevoyait-il le développement de l'État québécois dans cet ensemble des nations, selon vous? C'est la question que je vous poserai. Oui. Grande question. Oui, d'accord. Oui, c'est une grande question. Je crois que dans ces déclarations que j'ai citées précédemment, lui, il nous voyait comme un État qui a fait une alliance avec le Canada anglais pour des choses d'intérêt commun, parce qu'il était conscient que l'immense géant que nous avons à côté, qu'on ne pouvait pas rester complètement isolé. Alors, il disait, faut que le Canada anglais et le Canada français s'associent, mais non pas être subordonnés. La grande différence, c'est justement que l'État québécois puisse prendre ses propres décisions sans que les lois fédérales viennent empiéter ou corriger ou bloquer des orientations que les Québécois auraient à avoir. Mais il nous voyait donc dans une union canadienne. Hein, d'ailleurs, c'est le terme qu'il utilise dans le New York Times. Mais deux États qui peuvent se gérer séparément, mais dans lequel, sur la défense, par exemple, ou sur certains éléments économiques, qui pourraient trouver arrangement comme ça. Et l'autre élément, on l'a vu aussi, il considère que le Canada français doit être dans la francophonie. Alors, il voit un État qui est en relation avec les autres pays francophones, la France tout particulièrement. Alors, c'est comme ça que je croirais répondre rapidement à la question. Un élément supplémentaire ici, c'est la présence américaine. Et ça, la conception de Gaulle par rapport aux États-Unis, elle est marquée par l'opposition. D'ailleurs, de Gaulle, on quitte l'OTAN à ce moment-là. On se méfie beaucoup, justement, de se retrouver comme vassal des Américains. On a une politique étrangère qui se distingue par rapport à cela. Et je pense qu'il y a un élément ici dans l'action québécoise, dans l'action avec l'État québécois, qui relève pas seulement de la relation avec le Canada, mais surtout de la relation avec les États-Unis. Le fait de dire, bon, écoutez, si vous avez un État français au Québec qui va faire partie de la francophonie en tant que tel, c'est une façon ici, dans ce grand équilibre, de ce grand jeu de cartes qui se fait point de vue international, de dire, ben, écoutez, on avance nos pions sur le territoire des Américains là-dessus. Et en assurant, en termes de rapport de force, un rapport de force plus favorable à la France. Tout à fait d'accord, oui. Je dirais un contre-poids, professeur. C'est-à-dire, vous mentionnez, il pense à tout.
les historiens ont tendance à tenir compte de l'ensemble des facteurs, point de vue historique, mais aussi point de vue géographique, lorsqu'ils arrivent pour pour poser un problème, là, puis pouvoir le régler. Exact. Monsieur Kitty, qui veut réagir? Oui, non, moi je pense qu'il voyait comme un contrepoids, mais j'ai l'impression aussi, dans sa vision, c'est une vision un petit peu ancienne de l'époque, c'est la vision des deux nations au Canada. Bon, on sait ce qu'elle est devenue là, depuis un certain temps, mais cette vision, je pense qu'il la répétait bien. Et ce que vous avez mentionné, professeur Barrett, c'est un peu ça aussi, c'est un peu, et sans me mettre d'un côté ou de l'autre, c'est un peu la vision à René Lévesque, la souveraineté association, face aussi à un géant qu'on respecte, qui est notre ami, qui est notre plus grand marché, mais aussi au point de vue culturel, qui peut avoir un impact, une influence terrible. On le voit maintenant encore plus avec le phénomène des GAFA. Mais quand on a défendu la Convention sur la diversité culturelle, c'est un peu ça qu'on voulait défendre avec la France. C'est la capacité de l'État du Québec de faire la promotion de ses artistes, de son cinéma, de ses livres, de sa production universitaire à la limite. Mais j'ai l'impression que c'est vers ça. Le débat, le reste, on pourra en discuter très longtemps vis-à-vis à son positionnement et le positionnement de la France. Mais pour moi, qui a pratiqué la relation internationale, cet appui nous a permis à nous, à tous les niveaux, de prendre une place importante. C'est un gouvernement, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est au même niveau que la France, parce qu'on a cité au sommet en 2018 avec M. Legault. Il y avait le Canada à côté de nous, mais il y avait M. Macron pas tellement loin. On était au même niveau. On n'était pas en arrière. On n'était pas dans la délégation canadienne. On était au même niveau et on exprimait notre vision dans plusieurs dossiers, notamment au sommet, toute la question des droits de la personne et les droits, l'égalité des hommes et des femmes. C'est un point majeur qui a été accompli au sommet de la francophonie à Erevan en 2018. Donc, je pense que c'est important de considérer. Dans ce sens-là, moi, je trouve qu'il nous a donné un coup de pouce majeur, il nous a appuyé de façon très importante. Et j'ai relevé dans votre livre, M. Barrett, une déclaration du ministre des Affaires, on disait étrangères à l'époque, ou extérieures du Canada, qui s'appelait Paul Martin, c'est le père. Hein? Il disait, c'est la fin du Canada si le Québec a des relations internationales. Exact. C'est en réaction à Libreville. C'est assez étonnant, là. On est 50 quelques années de plus, en 68, il a dit ça, 52 ans. C'est la fin du Canada. Bon, c'est pas ça du tout. Quand on l'a vu dans l'accord économique et de coopération globale avec l'Europe, on l'a vu dernièrement dans les discussions sur les États-Unis. On a travaillé, évidemment, en collaboration avec le Canada. Ça a été loin de la fin du Canada. On est beaucoup plus fort en ayant une position, une pratique. Dans le cas de l'accord avec l'Europe, on se souviendra que c'est M. Charest à l'époque qui l'a lancé, grâce à la complicité de Sarkozy. D'ailleurs, à Bruxelles, on disait la mafia du Québec à Paris, parce qu'on a réussi à influencer un processus. Le Canada a embarqué, on est très content, on avait une place autour de la table, on a pu faire partie des discussions, puis Mark Johnson nous a très bien représentés dans ce contexte-là. Mais pour moi, De Gaulle, c'est ça aussi. C'est vraiment pour nous, pour notre pratique, pour parler en notre nom, c'était ça qu'on voulait faire. Ce que Claude Morin disait aussi, l'art de l'impossible. C'était quand même quelque chose là, de pouvoir arriver, nous, qui sortait, puis vous êtes un spécialiste de la Révolution tranquille, le professeur Paquet, qui sortait d'une période où c'était un peu noir. Là, puis on dit que c'était pas tout à fait noir, mais en fait, en tout cas, au niveau international, les Canadiens français, on dit les Québécois maintenant, ils n'étaient pas très reconnus. Hein, ça, on se comprend. Non, c'est important, justement, grâce à De Gaulle, c'est d'avoir, évidemment, une fenêtre sur l'international qui est beaucoup plus importante, puis qui permet de reconnaître, justement, non seulement, je dirais, la nation, mais surtout l'État. L'État avait quand même quelques possibilités en termes de relations étrangères, mais surtout depuis le développement du fédéralisme canadien à partir des années 1940, eh bien, c'est Ottawa qui a désormais la mainmise là-dessus et qui est particulièrement soucieux, justement, de conserver cette mainmise-là, parce que les années antérieures, Ottawa ne l'avait pas, cette mainmise-là. C'était Londres qui l'avait. Donc, le Canada agit de la même manière que, justement, l'Empire britannique agissait vis-à-vis lui-même. Le Canada agit de la même façon vis-à-vis du Québec et vis-à-vis les autres provinces canadiennes, cet effet-là, parce qu'il y a tout un débat qui va se faire, entre autres avec les sommets de la francophonie qu'on va observer par la suite sur la place, non seulement du Québec, mais également, par exemple, du Nouveau-Brunswick.
lors du sommet de francophonie de Québec en 85. Brian Mulroney laissait une place à Robert Bourassa, mais c'est un peu drôle. On va voir Richard Hatfield qui est là, qui comprend absolument pas le français, mais qui, comme il représente le Nouveau-Brunswick, il est important qu'il soit là-dedans. Donc, il y a toujours une question ici je ne dirais pas d'impérial, mais je dirais ici d'un souci d'exclusivité dans le domaine des relations internationales. Et ça, la France de Gaulle est particulièrement sensible à cette question-là. Et ça, c'est ça qui est intéressant, parce que pour lui, l'ordre international se fonde sur une idée républicaine, une idée qu'un État qui est puissant, qui puisse assurer la paix à l'intérieur de son territoire et des relations correctes avec les autres États. C'est pas pour rien que c'est un historien du militaire, de Gaulle. Dès les années 30, lorsqu'il écrit La France et son armée, c'est justement l'armée, c'est l'expression justement de l'État et qui assure la paix à l'extérieur des frontières pour éviter justement que la guerre vienne sur le territoire national. Donc, c'est un peu cette conception d'un État fort que De Gaulle va prévaloir et qui va encourager, évidemment, ailleurs. Merci, Marianne. Je vois que De Gaulle et son héritage suscitent toujours les passions, autant les passions. Je vous remercie pour vos interventions. Je me fais un peu le gardien du temps qu'on a largement dépassé, mais évidemment, le panel suscite beaucoup d'intérêt. On a reçu beaucoup de questions du public. Le temps filant, on ne pourra pas en prendre énormément, mais je vais repasser la parole à Philippe Quesnel, qui a eu la lourde tâche d'aller en chercher quelques-unes parmi ces questions pour une dernière interaction avec Monsieur Barrett. Philippe, je vous cède la parole. Oui, rebonjour à tous. Effectivement, il y a un grand engouement pour les questions et le public aussi. On pourrait remplir littéralement un amphithéâtre universitaire avec le public qu'on ne voit pas, mais ils sont nombreux à faire des commentaires, à vous remercier, à poser des questions. Et je suis désolé de ne pas pouvoir vous lire toutes les questions. On va en prendre 2. Et puis, on verra par la suite. Je vous prierai de répondre brièvement aux questions. La première question qu'on a du public, lors de sa dernière venue au Québec, on parle ici, bien entendu, de 1967, De Gaulle parlait du Québec et de ses habitants en ces termes, les Canadiens français ou Français canadiens, mais jamais en les nommant Québécois, comme on le fait aujourd'hui. Or, il paraît que certains Québécois l'ont mal pris. Alors, est-ce que c'est vrai? Je sais, M. Barrett, que vous étiez un témoin privilégié à cette époque. Vous étiez un jeune témoin, donc on aimerait vous entendre là-dessus. Ben, moi, je l'ai vu à Berthierville, puis je l'ai revu après ça à l'Expo. Alors, j'ai eu la chance de le voir très proche, mais je pense que la question est raisonnée, mais vous avez vu par la suite, De Gaulle n'attachait pas autant d'importance que ça au terme, si ce n'est de dire Canadien-Français. Dans son esprit, ça voulait dire Canadien d'abord, Français après. C'est pour ça qu'il a dit Français-Canadien. Si vous êtes Français peut-être d'abord, de souche, et Canadien ensuite. D'ailleurs, quand, c'est un extrait que je n'ai pas présenté, mais quand il réagit à l'Hôtel de Ville, ben, il dit, en disant, il y a eu, en réponse à Drapeau, ben, il dit Canadien-Français ou Français-Canadien, comme vous voudrez. Hein? Peut-être que des gens, d'ailleurs, pendant les 4 jours, ils ont dit, ben, écoutez, les gens, je trouve étrange que vous les appeliez Français-Canadiens. D'ailleurs, vous avez entendu tantôt, je ne sais pas si dans l'extrait, il disait les Français du Canada. Donc, mais pour lui, on est un morceau du peuple français. Hein? Mais par la suite, vous avez vu dans la déclaration en 69, il parle du Québec là, très fréquemment. Là. Même en 65, quand au Conseil des ministres, il parle que le Québec, n'est-ce pas, c'est la première fois qu'il signe un État avec une entente avec un autre État. Donc, pour lui, il n'attachait pas tellement d'importance. Il reconnaissait très bien l'existence du Québec, mais dans son style, il voulait mettre un peu plus d'accent sur le volet français. Ouais. On voudrait rajouter quelque chose, monsieur? Oui.
Je pourrais peut-être Monsieur élément Paquet. Merci beaucoup. Je pourrais peut-être ajouter un élément important, c'est qu'en 1967, le vocable québécois n'est pas encore beaucoup étendu. On se définit encore au Québec comme Canadien-Français et ça commence justement à se définir comme Québécois. Donc, il y a une question ici 10 ans plus tard, les Québécois vont se définir comme, en tant que tels autour d'un territoire commun, autour d'éléments culturels, politiques communs, et ainsi de suite. Mais en 1967, d'ailleurs, le rôle de De Gaulle, justement, va permettre ici à bien des gens de se définir non plus comme Canadiens français, mais comme Québécois à partir de sa fameuse déclaration. Donc, c'est pour cela que je vous dirais que c'est un peu particulier 1967 avec cette déclaration. Et je ne pense pas que ça a choqué tant que cela des nationalistes, qui, bien au contraire, ils étaient très heureux de se faire reconnaître en tant que tels. Merci. Je vais vous lire une deuxième question qui, celle-là risque peut-être d'être un petit peu plus sensible, mais je vais la poser quand même. Donc, une personne qui demande, j'aimerais savoir si dans l'entourage du président de Gaulle, il y avait beaucoup de personnes qui l'appuyaient dans son intérêt du Québec. J'ai vu tout à l'heure, M. Barrette, là, dans votre excellente présentation, un extrait là, du Paris Match, je crois, là, où on le voit avec des militaires canadiens avec une mine un peu tragique. Donc, que pensait son entourage politique, l'opinion publique en France par rapport à ce qu'il disait? Pas juste en 67, là, mais dans les années avant et après. Oui. Alors, De Gaulle, quand il revient à Paris, n'est-ce pas, il rencontre ses ministres à Orly, dans la nuit. Et ce qu'il dit, notamment, il dit qu'il fallait que le public français s'éveille à la question québécoise, à la réalité française qu'il y a au Québec. Alors pour lui, il a été très critiqué, les sondages, beaucoup de sondages, imaginez-vous, estimaient que De Gaulle avait déclaré « Vive le Québec libre » pour se moquer des Américains et essayer de faire un pied de nez aux Américains, ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. Mais les gens, par la presse, par les médias, ont véhiculé cette idée-là. Mais dans son univers, il y avait ce qu'on appelait aussi beaucoup de gens à l'Élysée et aussi au Quai d'Orsay qui partageaient tout à fait les points de vue dont on a parlé tantôt. M. Keating parlait de Bernard Dorin, qui avec le ministre, par exemple, Malraux, hein, Malraux qui était un acteur majeur dans la relation entre La Palme et puis par la suite, dans les années qui ont suivi, pour créer la Maison du Québec à Paris. Perfit également. Donc, il y avait un qui était peut-être... Couve de Murville était un peu plus réservé par rapport à la situation du Québec, là, était moins engagé. Mais il suivait très bien les orientations que De Gaulle avait données. Et je voudrais souligner aussi que les présidents qui ont suivi, hein, voilà. Ben, les présidents, Giscard d'Estaing, n'est-ce pas, Pompidou, en 1965, avait dit « Hey, l'engouement général là, pour le Québec, là, c'est une folie gratuite. » Alors, vous voyez que Pompidou avait ses propres réticences, mais quand il est devenu président, ben, il a tout à fait soutenu la ligne que De Gaulle avait et la possibilité, puis il a tenu tête à Trudeau pendant 2 ans, à 2 conférences à Niamey, en 69 et 70, avant d'arriver, et c'est là que Trudeau est obligé de reculer, parce que les pays francophones d'Afrique auraient fait l'agence sans Ottawa, mais avec Québec. Alors, puis Giscard d'Estaing qui a suivi, on a parlé tout à l'heure, même son principal adversaire, Mitterrand, en 61, hein, en 81 qui prend le pouvoir, Trudeau escompte beaucoup de cette victoire-là pour justement couper court avec la politique française vis-à-vis du Québec.
Eh bien, aux surprises, avec Hubert de Villepin, et puis Védrine plutôt, eh bien, on convainc Mitterrand de ne pas faire un sommet des pays francophones sans le Québec. Et Mitterrand attend. Puis il a attendu que les libéraux soient partis, que Trudeau ait démissionné, pris sa retraite, les libéraux battus, et là, on arrive le Québec avec les conservateurs, Pierre McJohnson, premier ministre, et Mulroney, signent une entente dans laquelle ils disent voici comment on va permettre. Et c'est ce qui permet tout de suite, ça signe au mois de novembre 85. 85. Et puis, 85, et puis Mitterrand convoque à Versailles le premier grand sommet en février 86. Et M. Bourassa a dit au délégué général, au consul général de France, hein, il a dit merci à la France d'avoir attendu pendant 20 ans d'avoir attendu le Québec. Donc, l'influence de Gaulle dans par son entourage, mais par ses successeurs, s'est maintenue. Et je pense que c'est un fait tout à fait notable et impressionnant, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Barrett, et croire que la position du général de Gaulle est une position isolée, c'est faire fi exactement de tous ses successeurs. Tous, chacun, ont développé, poursuivi ce lien direct et privilégié avec le Québec. Et même depuis 1977, nous avons tous les ans, tous les 2 ans, ce qu'on appelle la réunion alternée des premiers ministres. Et elle est à sa 20e édition. C'était en 2018 à Paris, c'était M. Couillard qui était là, et en 2021, il est prévu que cette prochaine réunion, la 21e, se tienne à Québec au mois de septembre. Alors, bref, c'est un instrument très important de la relation Québec-France et de la poursuite de cet intérêt, de cette volonté des Français. Par toutes sortes d'éléments, c'est le non-indifférence, non-intervention, il y a eu tout le nini qu'on appelle, il y a eu toutes sortes de positions françaises. Mais il y a quand même, puis Sarkozy qui a affirmé d'autres choses. Mais il reste qu'il y a toujours cette volonté exceptionnelle pour un État comme le Québec, qui est non souverain, d'avoir cette relation privilégiée avec un pays important, la 5e économie dans le monde. Donc, de pouvoir développer des relations. Il n'est pas juste basé sur les relations économiques, il va falloir les accélérer, comme dit M. Legault, mais il est basé aussi sur une relation très large. Et depuis une quinzaine d'années, les Québécois bénéficient en France d'un courant d'amitié absolument incroyable. Et vous avez aussi beaucoup de Français. Les jeunes Français viennent étudier chez nous, ils viennent séjourner chez nous, ils émigrent chez nous aussi. Et on n'a jamais vu ça. Moi, je suis allé en France sur une base régulière depuis les 25 dernières années, 2-3 fois par année. Et combien d'amis français m'ont dit, mon neveu, ma fille, mon fils, ma nièce étudie au Québec. Ah, elle a trouvé un emploi, elle décide. Et ça, sans parler des artistes français chez nous, mais Québécois en France. D'ailleurs, ils sont peut-être un peu tannés de les voir à certains moments. Puis les accords de reconnaissance mutuelle qui fait en sorte qu'il y a des Québécois qui vont travailler en France. Mais il y a encore plus de Français qui viennent travailler ici au Québec et qui donnent un coup de pouce dans tous les secteurs. Bon, c'est une relation profonde, dynamique, qui ne s'est pas, au contraire, qui n'a pas diminué depuis les paroles du général, qui ne sont pas juste des paroles, parce que comme on l'a dit, quand il a envoyé à l'Interfit avec Bernard Dorin, ils ont mis en action tout un plan de coopération avec des millions, des dizaines de millions à l'époque. Alors ça, il faut retenir le tout. Monsieur Quesnel, le mot de la fin? Oui. Le panel tire déjà à sa fin. On aurait sans doute voulu garder nos panélistes et le général de Gaulle pour quelques heures encore, mais visiblement, ce sera pour une prochaine fois. J'aimerais remercier nos 3 panélistes, messieurs Barrett, Keating et Paquet, pour nous avoir offert l'occasion de plonger dans un passé pas si lointain de notre histoire collective, alors que 2020, comme on l'a souligné, est chargé de symboles pour le général de Gaulle. Je remercie également M. Pinson pour l'animation de ce panel. Permettez-moi également quelques remerciements pour les autres partenaires engagés dans cette activité, le Consulat général de France à Québec, l'École supérieure d'études internationales
et la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Je vous invite à suivre nos organisations sur leurs plateformes web respectives et pour le Cercle, d'assister en grand nombre à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra en janvier prochain. Alors, portez-vous bien et joyeuses fêtes. Merci.